Bonjour, je m'appelle Loris et je suis la maman d'Andrea qui a bientôt 5 ans et qui a un syndrome de Dravet. Alors, Andrea a fait sa première crise à 4 mois. Elle a fait une convulsion fébrile, elle s'est réveillée la nuit en faisant des mouvements de convulsion. Donc on a tout de suite été emmenés aux urgences avec le SAMU. Et en fait, là aux urgences, elle a fait tout un panel d'examens, IRM, scanner, ponction lombaire, prise de sang. Parce qu'en fait, c'est beaucoup trop tôt, 4 mois apparemment, pour faire une convulsion fébrile. Les convulsions fébriles, elles sont apparemment plus classiques à partir de 6 mois. Et là, 4 mois, c'est trop tôt. Donc tout de suite, ils se sont inquiétés et ils ont cherché à savoir quelle était la cause. Et ben, à partir de cette première crise, Andrea a continué à faire des crises. Alors au début, pas très souvent, enfin, ça devait être une par mois, etc. Et ça restait des crises courtes. Et en fait, dans le syndrome de Dravet, les enfants font fréquemment des crises qui peuvent être longues, qu'on appelle des états de mal, donc qui ne cèdent pas toutes seules et qui ne cèdent pas forcément non plus au traitement d'urgence. Et en fait, à partir du moment où l'enfant fait plusieurs crises de différents types, enfin il y a des crises qu'on appelle tonico-cloniques, donc qui sont sur l'ensemble du corps, et puis il y a des crises focales, donc juste à un endroit, il y a des absences. Enfin voilà, dans le syndrome de Dravet, les enfants font tous les types de crises, et dont des états de mal. Et voilà, donc c'est comme ça que ça évolue, et puis jusqu'à ce qu'on pose le diagnostic avec une prise de sang. Ça se voit au niveau génétique dans le syndrome de Dravet. Alors pas chez tous les enfants qui ont le syndrome de Dravet, mais enfin nous, Andrea, ça a été confirmé par la prise de sang. Donc l'impact, il est énorme dans la vie quotidienne. Ce sont des enfants qui font beaucoup de crises et donc qui entraînent une interruption de toutes les activités de la vie quotidienne qu'on pouvait faire de façon naturelle. Au début, quand les enfants sont petits, les crises apparaissent souvent suite à la fièvre, ce sont des convulsions fébriles, donc soit suite à un virus, soit suite à un vaccin. Et puis après, en grandissant, on note plein d'autres facteurs déclenchants. Il y a la chaleur, l'excitation, l'hypoglycémie, la fatigue, ce qui fait que n'importe quelle sortie peut dégénérer et puis on peut se retrouver à l'hôpital. Il faut noter qu'il y a certains enfants qui ne peuvent pas prendre un bain ou une douche sans convulser parce qu'il y a une variation de la température corporelle. Des enfants qui ne peuvent pas courir parce que sinon il y a trop d'excitation et ils font une crise. Voilà, donc l'impact il est énorme et ensuite il faut trouver un équilibre pour faire en sorte que la vie puisse continuer malgré tout ça. Je pense que c'est de réorganiser toute la vie autour de cet enfant tout en voulant maintenir une vie à peu près normale. Enfin nous on avait on a une plus grande fille, mais du coup qui était petite quand sa sœur est née. Et pour elle, il a fallu qu'on continue à vivre normalement. Enfin, la vie ne pouvait pas s'arrêter parce qu'Andrea avait son syndrome. Voilà, donc l'enjeu, ça a été de continuer à travailler, ça a été de faire garder Andrea à la crèche, donc de former les équipes, d'insister pour qu'ensuite elle aille à l'école. Voilà, c'est vraiment se battre pour faire en sorte que son enfant puisse avoir une vie et sans que la nôtre s'arrête complètement. Alors Andrea, elle a 4 antiépileptiques qu'elle prend matin et soir. Et ces 4 traitements ne suffisent pas à enlever toutes les crises. Dans le syndrome de Dravet, l'épilepsie est pharmacorésistante, ce qui fait que les crises persistent, mais on en a quand même beaucoup moins. Ce qui fait qu'on n'a pas essayé d'autres traitements, d'autres alternatives. Il y a par exemple le régime cétogène. Nous, on n'a pas essayé ça, mais chaque cas est différent, chaque enfant est différent, donc vraiment, il n'y a pas de généralité qu'on puisse faire là-dessus. À côté de ça, elle a aussi des rééducations, elle a de l'orthophonie, elle a de la psychomotricité, elle a eu aussi de la kinésithérapie pendant un moment. Voilà, mais maintenant, l'année prochaine, on s'est dit qu'on allait surtout lui faire des cours d'escalade et puis de la musique, enfin voilà, de ce que fait un enfant, sauf qu'elle, elle fait des crises en plus. Alors au niveau médical, ça a été un petit peu compliqué de la faire suivre auprès d'un neuropédiatre qui soit à notre écoute parce qu'en fait tous ces antiépileptiques ont d'importants effets secondaires. Ils peuvent couper la faim, ils peuvent empêcher de dormir, il y a des troubles de l'attention. Enfin, voilà, donc quand on augmente un traitement, ça augmente les effets secondaires. Donc c'est un équilibre à trouver pour la qualité de vie de l'enfant en fonction de son développement mais aussi pour diminuer les crises. Donc voilà, c'est très important d'être en confiance avec son neuropédiatre. Et sur le plan psychologique, moi je pense que c'est important que tout le monde se fasse suivre dans la famille parce que c'est assez traumatisant. Enfin, toutes ces expériences-là sont très traumatisantes.
Et puis au niveau de l'entourage, oui, alors on constate que dans le syndrome de Dravet, mais comme sûrement dans plein d'autres syndromes, c'est compliqué de déléguer, pour les parents, de déléguer à d'autres personnes. Et pourtant c'est nécessaire parce que voilà, il faut former l'entourage et les accompagner pour qu'ils puissent gérer les crises et pour qu'on puisse laisser l'enfant comme on laisse un autre enfant en fait. Alors je pense que c'est très très important de s'entourer, notamment de personnes compétentes comme les associations. Il y a l'association Syndrome de Dravet qui existe et qui fait un travail formidable pour accompagner les familles, qui est un soutien énorme et qui permet aussi de mettre en lien les familles entre elles. Et en fait, les parents entre eux se donnent énormément de conseils pour gérer au mieux au quotidien et c'est vraiment une mine d'or de ressources. Et aussi de voir en l'enfant un enfant qui va grandir alors qu'il ne va pas avoir la même vie que les autres mais qui reste un enfant et qui a le droit de vivre sa vie d'enfant. Et pour ça, se battre un petit peu pour qu'il soit accueilli, que ce soit à la crèche ou ensuite à l'école, etc. Et juste en formant, en parlant, en faisant en sorte que ce ne soit pas tabou et que juste les personnes qui entourent l'enfant sachent gérer une crise. C'est vrai que ça fait peur de voir une crise d'épilepsie, mais je veux dire, en tant que parent, on n'est pas plus formé que la plupart des gens et juste on se forme et c'est le meilleur moyen de soutenir les familles et les enfants contre le syndrome de Dravet, c'est de pouvoir déléguer.